J'ai de la visite, excusez. J'ai un petit chat qui est très actif. Parfait. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à la dernière de la série des 3 conférences. On va partir la présentation. Donc, vous nous entendez bien. Merveilleux. Alors, c'est un après-midi un petit peu plus gris. J'espère que vous avez déjà profité du soleil ce matin un peu. Et on fait ça quand même en peu de temps cet après-midi. Donc, si vous aviez assisté à la première conférence, on avait pris quand même beaucoup de temps pour bien vous expliquer tout ça. Là, on est rendu un peu plus dans les détails. Entre autres, aujourd'hui, on met l'emphase sur les os. Donc, après avoir travaillé les muscles, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière plus spécifique pour avoir un impact sur la santé de nos os. Donc, je me présente, je suis Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue à Cercovie et pour le projet Move 50+. Et puis... moi, c'est Annick Beaulé, kinésiologue aussi à Cercovie, gestionnaire de projet au Move 50+. Donc, bienvenue tout le monde. On est bien heureuse d'être là avec vous. Donc, on va débuter la présentation en faisant un léger retour là sur la dernière rencontre. Donc, le pourquoi que c'est important de travailler les muscles pour la stabilité, pour l'équilibre. On l'a mentionné, c'est très important, la masse musculaire pour la posture, pour notre maintien de façon générale. Mais c'est aussi important pour préserver la capacité physique, donc de rester fonctionnel, d'être capable de se mouvoir, de bouger rapidement. Donc, ça va avoir un impact sur les risques de chute, effectivement. Aussi, de savoir que l'exercice musculaire ralentit la sarcopénie. On a parlé de ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, excusez-moi. De permettre aussi de garder la fonction musculaire, va augmenter la densité minérale osseuse aussi. Donc, le sujet plus d'aujourd'hui. Oui. C'est important de garder en tête que c'est un système qu'on a, donc un impacte l'autre. Travailler nos muscles a automatiquement un effet sur nos os. Mais allons-y un petit peu plus en profondeur à la rencontre de notre squelette. Donc, je vous fais un petit rappel. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça en quelque part dans leur vie, cette notion-là. On a 206 os dans le corps humain. Il y a des os plats. Tel le crâne, les omoplates ou la scapula, elle s'appelle maintenant la scapula, ou l'os, les os du bassin, les os iliaques. Une autre catégorie d'os qu'on aurait dans notre corps, ce sont les os longs, les os tubulaires, comme par exemple le fémur, le tibia, l'humérus, donc les muscles, et on est dans les os, les os des bras, donc ceux qui sont plutôt longs avec la fameuse boule au bout. Sur laquelle d'ailleurs s'attachent nos muscles et qui servent au maintien articulaire, puisqu'on a des plus grosses surfaces, à ce moment-là, ça peut permettre le glissement et le frottement, avec bien sûr toutes sortes de membranes cartilagineuses à travers ça. Puis on a les fameux os courts, les os courts dans nos poignets, les os courts dans nos pieds, dans nos chevilles, et nos vertèbres rentrent également dans la catégorie des os courts, donc des petits os plutôt trapus de formes diverses avec différentes apophyses, différentes pointes sur lesquelles peuvent s'attacher différents muscles. Je vous ai mis une image de l'intérieur d'un os parce que bien souvent les gens ont à tort l'idée qu'un os c'est juste un bâton sec, mais non, c'est un tissu qui est vivant. Donc, vous voyez la partie un peu plus à droite de l'image qui est un petit peu comme entrelacée. C'est la partie plutôt spongieuse de l'os. On l'appelle d'ailleurs l'os spongieux. Et c'est là-dedans où on va avoir vraiment toute la matière plutôt calcique. Donc, c'est là où le calcium va aller se fixer. Et tous ces filaments-là vont être atteints lorsqu'on va perdre de la densité minérale osseuse. Il y a aussi toute la partie où vous voyez des vaisseaux sanguins circuler. C'est la partie corticale de l'os qui est entourée par le périos. Donc ça, là, c'est vraiment vivant. Il y a de la circulation sanguine là-dedans et il y a une des fonctions nécessaires à la vie qui est l'érythropoïétèse et c'est la multiplication
de nos globules rouges. Ça se passe dans les os. C'est pour ça que les fameuses transplantations de moelle osseuse sont si importantes. Donc, la partie corticale est remplie de sang, gorgée de sang, et c'est nécessaire à notre survie. Alors, peut-être que vous n'aviez pas trop vu ça, l'intérieur d'un os, mais voilà, je vous le montre, puis on va y revenir un petit peu plus tard. L'os a des rôles aussi, hein? Donc, entre autres, de structure. Sans squelette, ben, on ne serait pas grand-chose, on serait plutôt mou. Ça protège aussi les organes internes. Pensez à vos côtes qui protègent vos poumons, votre cœur. Pensez à votre crâne qui protège votre cerveau. Ça aussi, ça facilite le mouvement, bien sûr, parce que, bon, encore une fois, c'est une question de structure. Les muscles tirent sur les os, et ben, ça fait en sorte que notre robot, notre squelette, peut avancer. Et puis, c'est impliqué aussi dans le métabolisme du calcium, puis dans le stockage des minéraux, donc plus différents minéraux qu'on va avoir dans notre alimentation. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va travailler pour nous dans la synthèse de nos globules et et des cellules sanguines, en fait, de nos globules rouges. C'est à ton tour de parler des os, Annick. Donc, quelques faits saillants sur la masse osseuse. En fait, notre capital osseux doit être déterminé génétiquement en un ratio de 60 à 80 Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 20 à 40 de notre masse osseuse qui va être déterminée par nos habitudes de vie. C'est très important quand même, là, 20 à 40 là, sur lesquels on peut agir. C'est ça que je veux que vous reteniez. La masse osseuse, elle va augmenter rapidement pendant la première phase de vie. Donc, c'est là qu'on crée notre fondation. C'est de 0 à 20 ans. En fait, ça commence même dans le fœtus de la maman. Le 0-20 ans est quand même très important. On va y revenir tout à l'heure. Mais par la suite, si on veut préserver ce qu'on a bâti comme fondation, ben c'est ça, c'est nos habitudes de vie qui vont faire la différence. Après 30 ans, là, c'est là que vous allez me voir venir. C'est plate, hein, mais un peu comme la masse musculaire. Après 30 ans, ça commence à diminuer. Donc, la densité osseuse, donc la matrice osseuse, va vraiment être de moins bonne qualité, va commencer à diminuer. C'est 3 à 5 tous les 10 ans. Et après la ménopause, chez la femme, il y a un boost de perte minérale osseuse dû à la diminution de la sécrétion d'estrogène. Ça va durer là peut-être 5 à 7 ans où il va vraiment avoir une forte diminution de la masse osseuse. On parle de 3 à 5 par année pendant après la ménopause. Donc oui, il faut s'y préoccuper parce que oui, les femmes sont plus sujettes à avoir une grande baisse de densité osseuse. Par exemple, chez les femmes, là, on parle à partir de 80 ans, on a perdu à peu près 40% de notre densité osseuse. Chez les hommes, c'est un petit peu moins, c'est 25%. Donc oui, ça descend. Bon, OK, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le fond, ce qu'il faut savoir aussi dans ce processus-là, c'est qu'il y a il y a des cellules, en fait, qui tout au long de notre vie vont travailler en interaction, en synergie pour remodeler l'os. Hein? Emmanuel l'a mentionné. Là, c'est un tissu qui est vivant, ça bouge. Donc, tout au long de notre vie, il va y avoir deux cellules, une qui s'appelle les ostéoblastes et l'autre les ostéoclastes. L'ostéoblaste, lui, c'est de reconstruire, de forger l'os, de le reminéraliser. On a beaucoup de plaisir avec ce mot-là. Reminéraliser, je l'ai. Et puis les ostéoclastes, eux, vont détruire, en fait, vont se départir des cellules plus bonnes, des cellules osseuses qui doivent partir. Et c'est tout à fait normal. Donc, c'est correct d'avoir des ostéoclastes, c'est normal d'avoir des ostéoblastes. Ce qu'on veut, c'est avoir un équilibre entre ces deux-là. Et malheureusement, c'est ça. Avec l'âge, souvent, ce qui va se passer, c'est que les ostéoblastes vont être moins actifs que les ostéoclastes. Donc, il va y avoir plus de destruction que de construction. Donc, c'est cet équilibre-là qui est important, puis c'est lorsque ça se fragilise encore plus, donc si l'os se fragilise, puis que les ostéoclastes prennent plus de place que les ostéoblastes, bon, c'est sûr, il y a toutes sortes d'autres processus aussi dans la construction de l'os, là, mais je dirais, si on résume à ça, on va y aller comme ça, ben, c'est lorsque ça se fragilise beaucoup que là, on parle d'ostéoporose. Donc, c'est pas parce que
c'est pas nécessairement parce que mes os se fragilisent que je fais l'ostéoporose nécessairement. Non, il y a une portion qui est un phénomène relativement naturel, mais c'est lorsque vraiment il y a exacerbation de cette perte minérale osseuse-là, le squelette est fragilisé de façon plus importante. Là, on pourrait avoir le diagnostic. On va y revenir dans quelques instants, mais je tiens à mentionner que c'est pas parce qu'on devient plus âgé qu'on fait automatiquement de l'ostéoporose. Donc, surtout pas si vous êtes très actif. Il y a une portion génétique importante, on l'a dit déjà, notre capital osseux va être déterminé en grosse partie par nos gènes. Donc, si vous avez dans votre famille immédiate des gens qui font de l'ostéoporose, bien, si vous êtes à surveiller, parlez-en à votre médecin. Si c'est un sujet qui vous touche, c'est important quand même d'y voir tôt pour pouvoir appliquer un traitement rapidement et éviter cette cascade vers le bas d'avoir perdu 40% rendu à 80 ans. Exact. Donc, l'ostéoporose, c'est quoi? On va quand même le mentionner parce que c'est quand même une maladie qui touche beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment caractérisé par la perte de masse osseuse, une fragilisation des tissus osseux. Il y a une déminéralisation, je l'ai bien dit cette fois-ci, et une détériorisation de la structure interne. Hein. L'os, c'est comme spongieux, mais il faut pas qu'il soit trop non plus poreux. Donc, il faut pas qu'il soit trop poreux. Il faut quand même qu'il y ait une densité à l'intérieur pour maintenir la structure. Souvent, l'ostéoporose, ben, on dit que c'est une maladie silencieuse, c'est une voleuse, c'est un voleur silencieux, en fait, parce que c'est sans symptômes. On s'en rend pas compte. De là, l'importance, justement, de consulter et de vérifier si on a besoin d'y porter attention, parce que parfois, en fait, on va s'en rendre compte souvent lorsqu'il y a une fracture sans traumatisme important. C'est-à-dire que je vais faire un mouvement puis je vais me fracturer un poignet. Ou je vais faire je vais juste basculer, tomber légèrement sans être de très haut, puis il va y avoir une fracture. Souvent, ça peut être signe qu'il y a une prédisposition où on a déjà de l'ostéoporose peut-être dans cette situation-là. Il y a plusieurs fractures courantes. Là, on parle des hanches, des vertèbres, les poignets, les épaules. Souvent, c'est les fractures les plus courantes lorsqu'on souffre d'ostéoporose. C'est plus qu'une cause, on l'a mentionné avec Marie-Noël, donc c'est pas juste l'âge, il y a l'hérédité, il y a la baisse des estrogènes après la ménopause, par exemple, le tabagisme, l'alimentation, les carences en vitamines, on va en parler plus tard, la médication. C'est sûr que là, les habitudes de vie aussi rentrent en jeu là-dedans. On l'a dit tout à l'heure, 20 à 40% de nos habitudes, ça vient de nos habitudes de vie, c'est notre construction osseuse, c'est notre structure. Si on parle de façon générale, là, il y a 2 millions de Canadiens là, qui sont atteints de l'ostéoporose, mais encore là, qui sont diagnostiqués. Fait que c'est important. Il y en a plein qui sont probablement ostéoporotiques, mais qui ne le savent pas. Et est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Lorsque la première fracture survient, est-ce que c'est à cause d'un impact ou c'est à cause de l'ostéoporose? Donc, c'est souvent dans ces cas-là, malheureusement, qui vont être diagnostiqués. Et puis, malheureusement, lorsqu'il y a une première fracture, si on est ostéoporotique, à l'intérieur du premier 12 mois, il risque d'en avoir une seconde. On en a parlé lors de la première conférence. On dit aussi, c'est une femme sur 3 qui va être atteinte d'ostéoporose. On en a parlé un petit peu tantôt. Oui, il y a une prédisposition à cause des oestrogènes, à cause de nos fameux cycles hormonaux. Et c'est fatigant, hein, c'est ça. Et chez les hommes, il y a quand même un homme sur 5 qui va être atteint. Alors, de façon générale, hein, souvent, peut-être que vous voyez dans les cours en groupe des groupes spécifiques pour travailler l'ostéoporose. Il y a beaucoup de femmes, mais ça atteint les hommes quand même. Fait que vous pouvez faire la sensibilisation autour de vous. Moi, j'aime beaucoup cette petite phrase-là où il y a la colonne vertébrale, si vous êtes capable de le lire. L'ostéoporose, c'est une maladie infantile ayant des impacts gériatriques. Annick l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le fameux pool de calcium qui fait son pic jusqu'à 20 ans chez les femmes, environ 25 chez les hommes, où là, on doit, surtout si vous êtes grand-mère ou vous avez des petits-enfants ou des jeunes ados, là, c'est important d'intervenir au niveau de leur exercice et de leur qualité nutritionnelle pour pouvoir leur donner le plus de chances possible. Ça me rappelle le fameux berlingot. Vous souvenez-vous du berlingot? Moi, je suis des années 80. On avait notre berlingot obligatoire à tous les matins. On rentrera pas sur l'histoire des produits laitiers, mais
c'est quand même une valeur sûre au niveau du calcium. Lorsque on fait boire cette substance-là à tous les jours à un enfant, mais c'est sûr que ça va juste aider au niveau de son capital osseux. On parle juste de ça ici. Oui, on partira pas un débat sur les produits laitiers. En fait, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas pour rien qu'ils ont introduit des suppléments dans les produits laitiers. C'était justement pour essayer de diminuer le rachitisme et l'ostéomalacie chez les jeunes enfants. Voilà. Donc, les os mous puis les problèmes de croissance, en fait, dû à des carences au niveau alimentaire. C'est ça. C'est pour vous dire que la malnutrition a quand même des impacts, même si on les voit pas tout de suite, ont des impacts très tôt. Donc, si vous regardez un petit peu plus loin la prochaine image, on voit là, la fameuse déminéralisation de la partie spongieuse de l'os. Donc, un os sain, il y a moins de trous. Un os atteint par l'ostéoporose, il y a plus de trous. Donc, bien sûr, là, c'est moins solide. Et si ça il y a un impact, une torsion. Ça peut être des fois juste une torsion qui est mal faite. Et puis, à ce moment-là, il pourrait y avoir fracture. Ça nous ramène aussi à, moi, j'appelle ça le refoulage. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui a refoulé dans sa vie. Hein? Il était grand, puis là, il vieillit, puis là, ouf, il est plus petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Annick parlait tout à l'heure. Non, je n'en ai pas parlé finalement. Non, je vais juste laisser parler, je vais passer comme elle. Alors, on disait que, c'est vrai, t'en as pas parlé, on disait que des fois, une fracture, ça peut être aussi un effritement. Dans cette posture affaissée-là, bien sûr, il y a une question de tonus musculaire. Hein. Probablement que la dame qui est rendue à 8 cm de moins grande fait pas beaucoup d'exercices de posture, de musculation des muscles du dos, mais si on a de l'ostéoporose au niveau de la colonne vertébrale, les os se compactent, s'effritent et bien sûr, la posture va être voûtée vers l'avant à cause du centre de gravité qui nous entraîne par là. Et regardez, cette posture-là, voûtée vers l'avant, prédispose de manière importante à aller embrasser le plancher à un moment inopportun. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des impacts posturaux qui entraînent à des risques de chute lorsqu'on est atteint d'ostéoporose, entre autres au niveau cervical, au niveau de la colonne vertébrale ou des hanches, parce qu'on va prendre toutes sortes de postures pour éviter de se blesser. Je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand je disais que souvent l'ostéoporose est un voleur silencieux, en fait, c'est que on s'en rendait compte souvent suite à une fracture sans traumatisme. Mais il y a aussi des fractures qui sont non soupçonnées, en fait, qui sont sans symptômes un peu. Là, oui, il y a des symptômes, mais je veux dire pour lesquels on n'aura pas, en fait, on s'en sera pas rendu compte. Les fractures au niveau de la colonne vertébrale des vertèbres peuvent causer un peu ce refoulement-là aussi. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles dans tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir préventif. On l'a dit, il y en a une partie au niveau de l'os qui se passe en bas âge, de 0 à 20 ans. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez dépassé ce cap charmant où on était tout innocent. Maintenant qu'on sait les choses, on a quand même un impact au niveau de bouger. Et ça, là, on le répète sans cesse, mais les recommandations canadiennes, c'est le minimum à faire pour un maintien en santé. Puis, bien se nourrir, donc d'aller chercher le plein apport des nutriments essentiels au maintien de votre masse musculaire. On a parlé des protéines là 2 semaines, donc ça, c'était très important. Mais il y a aussi des nutriments essentiels à la santé de l'os. Quels sont-ils? Oui. Mais entre autres, on a parlé de calcium et de vitamine D. C'est important d'en parler parce que, en fait, on se rend compte que les Nord-Américains, mais aussi la population en général, va avoir des carences au niveau de la vitamine D et du calcium. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D va aider à l'absorption du calcium et du phosphore pour des dents et des os en santé. Donc, si on a une carence en vitamine D, ça peut vraiment amener des problématiques au niveau de la structure de l'os. Même chose, puis la vitamine D, on dit que c'est la vitamine du soleil, mais en vieillissant, on la synthétise moins, cette super vitamine du soleil, et les Nord-Américains, on le sait. C'est pour ça que tout à l'heure, je le mentionnais, les Nord-Américains, c'est qu'en fait, on a un peu moins de lumière, quand même, pas mal de temps dans l'année, un bon 6 mois où la lumière est moins présente. Puis, on se protège aussi du soleil maintenant, hein, avec les cancers, la peau, ces choses-là. Donc, souvent, l'apport de la vitamine D naturelle venant du soleil, elle est moins grande. Donc, c'est important
En fait, il y a des recommandations canadiennes sur la prise de suppléments au niveau de la vitamine D et c'est recommandé parce que dans l'alimentation, là, c'est pas compliqué, il y en a presque pas de la vitamine D. Il y en a dans les poissons gras, puis il y en a dans le jaune d'œuf. C'est tout. Sinon, c'est dans des choses déjà supplémentées. Il y en a des suppléments qui sont ajoutés dans les produits laitiers ou dans certains produits, des fois dans de soya. Ouais, c'est quoi les produits lait de soya et compagnie. Là, des fois, il y a des suppléments de vitamine D, de calcium, mais somme toute, souvent, c'est pas suffisant. Donc, on parle souvent de suppléments de 400 à 800 unités internationales par jour. Ça peut même aller, si on fait de l'ostéoporose, de 800 à 2000 unités internationales par jour. Donc, je vous dirais de vérifier ça auprès d'un médecin, mais c'est quand même une recommandation généralisée, le 400 à 800 unités par jour. Là, ça, le médecin ou le pharmacien Absolument. peut vous aider avec ça. Et je veux juste rajouter que cette année, là où normalement les gens plus âgés en CHSLD sortaient quand même quelques minutes, ben là, ils les ont gardés dans leur chambre presque toute l'année. Donc là, si vous aviez quelqu'un qui était comme limite là, à avoir des problèmes de santé, quelqu'un dont vous prenez soin aussi, ça vous est arrivé de rester une grosse partie de l'année sans lumière directe sur votre peau du soleil, ben ça serait à voir, puis ne serait-ce que de vous informer si vous pourriez avoir une petite intervention en ce sens-là. La dernière ligne est là. Consultez votre médecin, votre pharmacien. Ce sont les spécialistes qui peuvent vous aider avec ça. Nous, on vous dit que le combo supplément, bien bouger et bien se nourrir, ben ça fait partie vraiment de l'arsenal préventif et curatif pour garder les os en santé. Exactement. Puis pour ce qui est, vite pour ce qui est du calcium, là, normalement, on recommande, dans ce cas-ci, chez les gens de plus de 50 ans, 1200 mg par jour. C'est l'apport recommandé, donc, tant dans l'alimentation ou via des suppléments. Pour vous donner une mini-idée, là, un grand verre de lait, là, c'est 300 mg. Puis c'est quand même un aliment où il y en a pas mal le plus, fait que c'est difficile d'aller chercher tout ça dans son alimentation si vous n'êtes pas un grand buveur de produits laitiers ou mangeur de produits laitiers. C'est à réfléchir et d'évaluer si c'est nécessaire. Encore là, comme Marie-Noël mentionnait, c'est vraiment avec votre spécialiste que vous allez savoir pour ce qui est du calcium si vous avez besoin de suppléments. Ouais. Mais Annick, est-ce qu'on peut muscler nos os, tu penses? On s'est questionné, une fois, mettons qu'on en a une déminéralisation osseuse, est-ce que c'est réversible, cette histoire-là? La bonne nouvelle, c'est que oui. On a un impact en bougeant, en mangeant bien, en lui fournissant tout le matériel nécessaire. Un exercice, c'est un stress mécanique. Et le corps est bien fait, l'os va réagir à ce stress-là en renforçant sa structure pour éviter une fracture. Donc, c'est l'œuf ou la poule, encore une fois, mais c'est toujours un cycle. Alors, on a des exercices qui vont favoriser le maintien de la densité minérale osseuse, puis qui vont aussi créer avoir la création. Favoriser, je vais recommencer ma phrase, favoriser la création des ostéoblastes. Vous vous souvenez, les ostéoblastes construisent l'os. Donc, on a un impact direct avec ce stress mécanique-là. Excusez l'anglicisme, mais use it or lose it. OK? Donc, utilisez-le ou bien vous allez le perdre. Puis ça, c'est vraiment valable autant pour la masse osseuse que pour la masse musculaire. Hein? Si quelqu'un qui reste allongé toute sa vie, ben désolé, mais sa matrice osseuse et sa matrice musculaire, ben ça va être très désuet et très peu fonctionnel. Donc, vraiment, l'utilisation, le stress mécanique, la surcharge en entraînement qu'on appelle. Donc, il faut créer une surcharge, un stress pour qu'il y ait c'est que le corps se met en branle pour bonifier sa structure pour qu'elle soit encore plus capable d'évoluer dans le monde qui l'entoure. Donc, selon les stress qui l'incombent. Donc, les exercices favorables pour, si on parle vraiment plus de densité osseuse, ben c'est le fun parce que c'est des exercices en résistance, la musculation va avoir un impact sur la densité osseuse, donc vraiment génial. Fait que le fait de travailler avec, on va y revenir tout à l'heure, mais avec des bandes élastiques, avec des charges, des poids, on a déjà avec le poids du corps, ça a une influence sur la matrice osseuse aussi parce que le muscle, ben, il tire sur les os par les tendons. Il y a comme une combinaison qui est gagnante à ce niveau-là.
Et puis, les exercices aérobie avec impact. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? On va y revenir aussi tout à l'heure, mais dans le fond, encore là, on parle de stress mécanique. Donc, avec impact, avec le poids du corps, on va vous dire un petit peu plus qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment avoir un impact sur, encore ce terme-là, mais bon, pour avoir un impact sur l'impact. Oui, un impact sur l'impact, exact. Puis, ben, les exercices d'équilibre, les exercices posturaux, c'est plus dans le cadre où on veut prévenir les chutes. Donc, ça a un impact sur la structure osseuse. Ça va pas, les exercices d'équilibre vont pas nécessairement vont pas vraiment influencer la structure osseuse comme telle, mais le fait de travailler mon équilibre va empêcher de chuter. Donc, encore, on a un impact sur des fractures. Exactement, au niveau prévention des chutes. Ouais. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on peut maintenant mesurer et qu'on sait de façon étudiée que l'exercice, donc un stress mécanique qui est induit sur une partie du corps, va influencer la densité minérale osseuse de cette dite partie du corps. Fait que si je me mets à faire du biceps, quelque chose de solide avec des gros poids pesants, ma densité minérale osseuse de mon humérus va augmenter. Peut-être même, parce qu'il faut que je me tienne droite, ma colonne vertébrale. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est sectionné, c'est-à-dire, il faut travailler l'ensemble du corps si on veut avoir un impact sur l'ensemble du squelette au niveau de notre densité minérale osseuse. Je vous montre juste rapidement un petit tableau qui est tiré d'une étude en musculation avec bande élastique. Regardez les deux dernières colonnes vers la fin. Ce sont des groupes qui se sont entraînés haut du corps et bas du corps. La colonne bleu foncé, bas du corps, et la colonne bleu pâle, haut du corps. Fait qu'on voit que quand on entraîne le bas du corps de manière très significative, on a une augmentation de la densité minérale osseuse au niveau de nos hanches. Le grand trochanter, c'est les hanches. Si vous regardez la dernière petite colonne qui est toute seule dans le milieu, eh bien, celui-là, c'est la gang qui sont entraînés haut du corps. Ben, eux, l'impact qu'ils vont avoir eu au niveau de la colonne vertébrale est très, très intéressant. Donc, vous entraînez vos bras, vos épaules, votre dos, vos pectoraux, vos abdominaux. Ben, vous aidez à la densité minérale osseuse de votre colonne vertébrale, ce qui est pas peu dire, puis surtout, si vous avez des prédispositions, c'est très important de le faire. Exact. C'est un parallèle qui est le fun, parce que dans le fond, c'est la même chose pour la musculation. Hein? Si on fait des exercices musculaires des jambes, ben, je vais renforcer les muscles de mes jambes. Je renforcerai pas mes bras. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, en travaillant le haut du corps, le bas du corps, faut vraiment essayer d'être varié à ce niveau. Est-ce que tous les exercices sont aussi efficaces? Si on regarde, on parlait tout à l'heure, bon, la musculation, on vous l'a dit, oui, il faut en faire de toutes les parties du corps. On a parlé la dernière fois des types de manières de travailler les muscles. Ça équivaut partout. Là. On parle d'un renforcement ou du travail en endurance. Il y a un effet sur votre densité minérale osseuse. Maintenant, au niveau de l'aérobie, aérobie, c'est-à-dire on est essoufflé, on travaille des grandes masses musculaires de façon plus ou moins soutenue selon notre condition physique. On est essoufflé. Est-ce que ça a un impact sur nos os? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour la santé anyway. Okay? Donc, tout ce qu'on va nommer là, arrêtez jamais de le faire. Par contre, si votre objectif est d'avoir un impact sur votre densité minérale osseuse, ça va être important de rajouter la musculation ou d'autres activités si vous êtes des nageurs. Les nageurs assidus, les gens qui vont faire de l'aquaforme, c'est pas là où on va avoir le plus d'effet sur les os parce que, ben, on n'a pas de charge, on n'a pas de poids, hein, on est soutenu par l'eau. Par contre, c'est un excellent exercice cardiovasculaire, donc arrêtez jamais de le faire. Mais au niveau des os, c'est peut-être pas le premier choix si on se dirige vers cette activité-là. Ensuite, ben, il y a le vélo aussi. Le vélo, on est soutenu, hein, donc on ne pèse pas notre charge. Bien sûr, là, il y a du travail de cuisse, donc c'est pas zéro stimulant au niveau des os, des jambes. Par contre, c'est pas là où il y a le plus d'impact. Donc, les effets sont vraiment moindres au niveau de la densité minérale osseuse. Si ce sont mes deux activités de prédilection, il faudrait que je pense à choisir autre chose pour aller dans le sens
un maintien du capital osseux. Avoir un complément, du moins. Ouais. Par exemple, si on parle de maintien de la densité minérale osseuse, ben là, par exemple, la marche, hein, on parle d'un léger impact. Donc, oui, à chaque fois que je mets mon pied au sol, ben il y a une vibration, il y a quelque chose qui se passe. Okay? Il y a un impact qui est induit au niveau du corps. Un appareil elliptique, les simulateurs d'escalier, donc là, la pression qu'on met au sol peut être super intéressante. Comme le vélo, il y a quand même une pression, mais ça dépend vraiment de la résistance qu'on applique. Donc, vraiment, actuellement, c'est plus faible. Mais tout ça, ça reste pour du maintien. On veut vraiment une augmentation, vraiment créer un stress mécanique plus grand. Qu'est-ce qu'on privilégie? Ben là, des exercices avec plus d'impact. Des exercices aérobie, là, quand on parle d'exercices aérobie, donc la course à pied ou le jogging, des sauts comme des sauts à la corde, de la musculation avec des grosses charges, sport de raquette, le jogging. Donc, on parle vraiment d'impact, carrément. On veut que ça pickleball. Ça, c'est bon. Le pickleball. Le pickleball. Là, je le sais, là. Dans le fond, tu sais, encore là, je parle de course, de saut, de sport. Bon, le sport de raquette va solliciter le haut du corps. Vous allez me dire, ben là, c'est dur de mettre de l'impact au niveau des bras. Je veux juste, oui, il y a les sports de raquette, la boxe. Il y aurait autre solution. Vous aimez la marche nordique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la marche nordique, la marche avec des bâtons? Vraiment merveilleux parce que l'impact qu'on va induire au sol avec mon bâton va créer une réaction au niveau du bras qui est intéressante pour ceux qui sont à risque d'ostéoporose au niveau du haut du corps. Si on veut garder ou maintenir notre matrice au niveau du haut du corps. Fait que si vous connaissez pas la marche nordique, je vous invite à regarder ce qui est possible parce que c'est vraiment fabuleux. Par contre, on parle de sport à impact. Je vous dis encore là, commencez pas à faire du saut à la corde demain si vous en avez pas fait depuis des années. Là, il faut que ça soit progressif. Oui. C'est très, très, très important. Si vous êtes déjà connu, si vous avez un diagnostic d'ostéoporose, c'est pas des sports à impact là, que vous allez chercher parce qu'on l'a dit tout à l'heure, seulement ça peut créer une fracture. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de votre statut osseux, votre maladie. Si vous êtes diagnostiqué, vraiment aller privilégier vers des exercices à faible impact pour graduellement vous construire un pôle osseux puis aller chercher plus de sécurité au niveau musculaire, plus de renforcement musculaire. C'est important de consulter votre spécialiste. Il y a des groupes, il y a des classes. Bon, les groupes recommencent tranquillement, là. Des exercices qui sont plus spécifiques si vous êtes atteint. Il y a des très beaux sites, là. La plupart des informations de nos conférences ont été tirées de Ostéoporose Canada. Puis il y a des très beaux sites également en France et en Belgique, en français aussi. Donc, si vous avez le goût d'aller chercher l'information, ça revient pas mal tout au même. On vous a fait un bon résumé, je pense. Alors, n'hésitez pas à parler à votre médecin. Je veux juste faire un dernier, juste pour que ça soit vraiment clair, là, parce que tu sais, je sais qu'il y en a qui vont écouter cette conférence-là, puis on dit ben là, il faut que je renforce mes os, je vais me mettre à faire du jogging. Mon médecin m'a dit que je faisais de l'ostéoporose. Attention, justement, ce qu'on dit, c'est que oui, c'est la meilleure façon d'aller avoir un impact sur sa masse osseuse, c'est en augmentant l'impact. Si je suis déjà diagnostiquée avec l'ostéoporose modérée à sévère, on commence pas avec l'impact. Juste ça peut induire à une fracture. Donc, c'est un peu, ça dépend où vous êtes. Ça doit être personnalisé, l'approche. C'est un peu ce que Marie-Noëlle voulait dire. Donc, ça, c'est ça, je veux que vous le reteniez. Donc, quand même très, très important. Oui. N'hésitez pas, les kinésiologues aussi au Québec sont là pour vous aider, là. Vous pouvez les contacter. Vous pouvez en trouver un dans votre région si vous avez besoin d'une approche particulière. Et si vous n'êtes pas diagnostiqué, le mot d'ordre, Annick l'a dit plusieurs fois, c'est graduellement. On ne commence pas du jour au lendemain avec quelque chose qu'on n'a pas fait depuis les 30 dernières années. On y va vraiment de façon sensée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour réussir à être capable de mettre de l'impact sans avoir de l'impact plus vigoureux, sans avoir d'effets secondaires ou des blessures, par exemple, qui pourraient être induites par cet exercice-là. Si jamais vous êtes intéressé de savoir, justement, si vous avez une problématique, si vous jugez qu'il y a peut-être une problématique, là, vous avez regardé votre hérédité, vous avez déjà vu une chute, une fracture, vous êtes déjà ménopausé, vous fumez, vous n'êtes pas nécessairement super actif, tous ces facteurs de risque-là, ben, vous pouvez demander à votre médecin aussi, puis l'examen qu'on demande, c'est l'ostéodensitométrie.
Oui, c'est ça. Donc, c'est possible de faire ce test-là pour être diagnostiqué si il y a besoin. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est un petit programme, un peu comme dans nos deux autres conférences, un petit programme qui vise un petit peu plus, qui cible la densité osseuse. Bon, ça travaille aussi la musculation légèrement, mais on a ciblé quelques exercices simples. C'est sûr, c'est un programme général, donc il s'adresse pas à une personne spécifique, donc ça dépend de votre condition, mais c'est quand même un programme assez simple. Donc, on va vous le transférer tout de suite. Je vais vous transférer le bon. Donc, encore 5 exercices, c'est bien ça? Oui, 5 exercices. 5 exercices et on va venir cibler des parties sensibles. Donc, on a dit que la musculation aidait de façon locale. Alors, on va aller renforcer les os au niveau du poignet. On va travailler un piétinement léger. Et là, bon, moi, c'est parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et on parle de piétinement, là. Tu sais, là, on parlait des impacts, tout ça. Mais des fois, moi, j'en ai beaucoup pour donner des groupes à mes calcium où c'est je m'en vais. Ben, peut-être que si on piétine, ça nous donne vraiment envie de pipi, puis qu'on a des pertes. Et là, ça, c'est important d'adresser cette situation-là quand même. Si vous avez plusieurs grossesses, vous avez des problèmes urinaires à l'effort, il existe des cliniques en physiothérapie périnéale et ça l'aide à 90%. Donc, si votre but, c'est de dire, moi, j'aimerais ça mettre plus en forme, mais j'ai des problèmes, ben là, à ce moment-là, on consulte parce que ça se règle, puis peut-être qu'on peut commencer par de la marche ou du léger piétinement, comme on va faire dans notre programme, avec un bon maintien au niveau des muscles périnéaux. Fait que si on y va avec les exercices, on je vais faire une petite démo. Alors, le premier exercice, là, tout le monde semblait avoir bien reçu. Le premier exercice est très simple. Ça se fait n'importe où. Ça se fait n'importe quand. Puis, n'oubliez pas, un programme comme ça, là, vous n'êtes pas obligé d'enchaîner tous les exercices, là. Ça peut être fait de façon sporadique. Mais sinon, vous avez 15 minutes, vous pouvez faire 2 séries à 3 séries de ces exercices-là et c'est super. Donc, premier exercice, renforcement des fléchisseurs du poignet. Donc, vous prenez une bouteille d'eau dans votre main. Ou une charge. Encore mieux, parce qu'on se souvient, musculaire, c'était quoi qui est important pour avoir un impact sur sa musculation, sur sa densité musculaire? On va aller chercher un échec musculaire. Donc, on veut qu'il y ait une fatigue suffisante. Là, j'ai juste une bouteille d'eau, là, avec moi, mais si après 12 à 15 répétitions, vous n'avez pas, la fatigue qu'on recherche, ben, il faudrait aller chercher une charge un petit peu plus lourde. Ouais. Donc, on installe l'avant-bras soit sur notre cuisse ou sur une surface comme un comptoir. On laisse fléchir le poignet, donc on laisse pencher le poignet, puis on le ramène complètement vers le haut. Vous allez voir, c'est assez étonnant à quel point quand même ça travaille fort. Et avec l'avènement des tablettes, des téléphones cellulaires, il y en a peut-être qui vont se rendre compte que coudonc, je fatigue donc bien vite. Voyons, ça me fait des petites sensations dans le coude et dans l'avant-bras. Donc ça, c'est quand même un exercice à faire pour tout le monde. Oui, pour renforcer le poignet, mais aussi pour prévenir les lésions attribuables au travail répétitif. Donc, que ce soit des petits menus travaux que vous faites avec vos mains, mais aussi le travail avec la fameuse tablette et le téléphone. Donc, vous le faites des deux côtés. Et puis, vous pouvez ensuite tourner la bouteille, en fait, tourner complètement votre avant-bras, paume vers le sol. Vous tenez toujours votre haltère et vous remontez complètement vers le haut. Donc, on a une élévation de notre poignet seulement. Donc, il ne faut vraiment pas bouger le coude. C'est un exercice vraiment facile. Ça se fait n'importe quand, en attendant que quelque chose sorte du pot, par exemple. Mais l'extension, comme on fait là, va être plus difficile que la flexion. Beaucoup. Parce qu'on fait souvent des flexions de poignet dans notre quotidien, mais l'extension, c'est rare qu'on travaille notre muscle dans l'autre sens. Mais c'est vraiment important pour équilibrer la musculature aussi. Dans les deux protéger le poignet. Ouais. Donc, flexion et extension du poignet intégrés, on a dit au moins 2 fois par semaine dans votre quotidien. Donc, il faut faire de la musculation. Alors, ce qui suit, c'est le piétinement. On parlait de impact léger, par la marche. Mais si on se dit, on veut se rajouter des petits blitz os dans notre journée,
ben on s'installe les pieds un peu plus larges que les hanches et là, on va faire un footballeur, les fesses sorties et là, on piétine. Puis là, encore une fois, je rappelle, on serre le périnée, on s'assure que la vessie est vide si on a des problèmes de sous-bassement. Alors Annick est dedans, c'est un peu, ça donne chaud, faire ça aussi parce que ça stimule les grandes masses musculaires. Donc, c'est un très bel exercice. Facile à exécuter, puis peut-être que vous allez commencer par 5 secondes. Vous allez dire, oh mon Dieu, c'est assez. On essaie de monter jusqu'à 30 secondes. Mais allez-y vraiment graduellement. Vous pouvez jouer ensuite avec la largeur de vos jambes. Vous pouvez vous tourner vers la fenêtre, vers la porte, vers la fenêtre, vers la porte. Vous pouvez faire des concours avec Messenger, avec une amie de piétinement. Pourquoi pas? Mais c'est un bel exercice qui vient créer un impact modéré sur votre os. Ensuite de ça, ben là, on peut modifier des exercices traditionnels avec saut, comme par exemple le jumping jack. Alors, dans votre tête, un jumping jack, bien sûr, c'est les deux bras, les deux jambes. Mais si je suis pas capable, ou si j'ai pas fait de jumping jack depuis un bout de temps, ben je commence avec le jumping jack en ouverture latérale. J'ouvre une jambe à la fois. Et là, je vais vraiment créer un impact avec ma jambe qui ouvre et qui revient. Donc, de cette façon-là, c'est graduel vers éventuellement, peut-être, m'essayer à faire un ou deux petits sauts jambes ensemble et graduellement me rendre vers une petite série et reprendre le latéral juste pour m'assurer que je suis confortable dans le mouvement. Alors, ça donne chaud, ça aussi, le jumping jack. Maintenant, ensuite, un autre bon exercice. On va le démontrer avec le petit banc aujourd'hui. C'est un petit banc qui est très solide. Bien sûr, vous ne montez pas sur n'importe quel petit banc. Idéalement, utilisez la première marche de votre escalier. On monte et on descend. Donc, là, on induit une charge. On redescend, on change de pied et on monte sur la première marche. Donc, c'est simple. De façon répétitive, vous faites de façon répétitive, on travaille les muscles de nos cuisses. Puis si jamais c'est plus facile pour nous, on monte sur la deuxième marche. Donc là, le banc est un petit peu plus haut. C'est plus haut qu'un des escaliers traditionnels, mais vous avez compris que ce qu'on veut, c'est aller soulever la charge de notre corps en montant dans nos escaliers. Assurez-vous d'avoir une main courante pour pouvoir vous tenir. Puis assurez-vous d'être suffisamment en bonne santé pour ne pas vous créer d'étourdissement si vous travaillez dans l'escalier. Ça reste quand même un exercice un petit peu plus intense. Donc, ensuite de ça, ben, on veut travailler la posture. Donc là, on pourrait le faire sur un mur. On s'appuie, le menton rentré. Et là, ce qu'on veut, c'est expirer en rentrant le nombril et en tirant le dessus de la tête vers le plafond. Alors, c'est un auto-grandissement. Donc, c'est ça. On peut le faire en rentrant le nombril puis en tirant, comme si on tirait sur une ficelle sur le dessus de la tête. On allonge complètement, puis on relâche en inspirant. Et en expirant, on recommence. Et cet exercice-là, vous pouvez le faire de 5 à 10 fois. Et ça se fait debout, mais ça peut se faire assis aussi. Hein. Combien de fois on s'attape en auto, le cou rentré, la tête par en avant, quand ça fait longtemps. Fait qu'on s'étire, on rentre le menton, on allonge, on rentre le nombril, on descend nos épaules. Et là, déjà, juste ça l'aide à notre colonne vertébrale à éviter cette espèce d'effet d'écrasement, d'affaissement-là au niveau des vertèbres. L'intérêt de ce dernier exercice-là, de le faire au mur, c'est de sentir sa colonne bien appuyée au mur, lorsqu'on fait l'autograndissement. Donc, de sentir le bas du dos qui est bien appuyé, c'est ça qui est important lors de l'expire. Donc, d'appuyer le bas du dos au mur. Parce que l'objectif de ça, c'est de défaire les courbures naturelles de la colonne vertébrale pour travailler justement les muscles du rachis. Donc, les érecteurs du rachis, ceux qui vont permettre à la colonne de s'allonger. Et ceux qui protègent aussi cette même colonne. Donc, vraiment, cet exercice-là est très intéressant, mais ça prend vraiment l'entrée du nombril en appuyant le bas du dos et l'entrée du menton pour aussi enlever la courbure cervicale. Donc, ce qu'on veut, c'est aplanir la colonne, l'allonger.
Donc, en défaisant les courbures, la colonne s'allonge et c'est pour ça qu'on appelle ça un autograndissement, en fait. Ça, vous pouvez le faire n'importe quand, encore une fois, dans la journée. Chaque exercice peut se faire de manière séparée, peut s'inclure dans un programme que vous avez déjà. Puis, tranquillement, vous accoutumez à cet effort-là, puis augmentez le nombre de séries ou le nombre de fois par semaine que vous le faites. Je suis curieuse. Ben, là, j'ai vu d'autres petits commentaires. Là. C'est sûr que là, si on a blessure au pied, par exemple, ben, il y a eu ce commentaire-là. C'est sûr que avant de continuer à travailler l'impact, puis la marche, puis le jogging ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il faut régler. Faut guérir le problème inflammatoire. La beauté d'une blessure inflammatoire, c'est que normalement, avec du repos puis des bons traitements, ça se règle. Donc, c'est pas un vice de structure ou quoi que ce soit. Donc, normalement, ça peut se résorber. Donc, c'est juste de bien suivre, d'aller voir un spécialiste puis de régler notre problématique avant de continuer. Sinon, de choisir des activités qui nous permettent de faire. Dans le cas d'une blessure au pied, exactement, la natation, ça peut être une belle façon de rester actif. Mais c'est sûr que là, pendant un petit moment, on va induire moins de stress mécanique à notre masse osseuse. Mais la musculation, par contre, peut se faire quand même. Si vous avez de la difficulté à marcher de façon régulière, bien souvent, rajoutons un élastique, on travaille, on est quand même capable de rester debout sur nos pieds quelques instants. Ou même assis. Ou même en position assise avec un élastique en extension. Il y a moyen de travailler quand même les muscles et on l'a dit, que ça avait un effet sur la densité minérale osseuse. Donc, ça devient intéressant. Annick installe son élastique. Exemple, je peux travailler les adducteurs assis ou si vous avez des charges aux chevilles, donc on peut mettre des charges aux chevilles, par exemple, on peut aller travailler l'ouverture. Ça peut être super intéressant. Ouverture, en essayant de ne pas décoller les pieds. Donc, il y a cet exercice-là qu'on peut faire. On peut mettre une charge à la cheville, faire des extensions, ou même sans aucune charge, faire des extensions. Il y a toutes sortes de façons de travailler sa musculation là, sans mettre de pour ça. On a des très beaux programmes sur chaise sur le site de Move 50+. C'est vrai. Si jamais vous êtes intéressé à travailler de façon assise parce que vous avez des lésions, oui, c'est long, une blessure au pied. Hein. Il y en a qui traînent ça pendant 1 an des fois. Donc, il faut trouver une alternative en attendant pour pas perdre vos acquis. Sur chaise, c'est vraiment intéressant. Dernière question que je vois avant qu'on clôt cette conférence. Est-ce que la danse en ligne et le yoga? Donc, danse en ligne. Moi, j'aime ça, la danse en ligne. Moi, je suis une tripeuse de danse. Oui, la danse en ligne. Hein, c'est aérobie, contact. Contact léger. Fait que moi, je rentrerais ça dans la catégorie maintien de la densité osseuse. Ben, j'ai déjà vu du monde danser du country. Ça, c'est augmentation de la densité osseuse parce que les pieds cognent au sol. Tac, tac. Donc, tout dépendant du style de danse en ligne que vous allez faire, si c'est plus doux, à ce moment-là, on le compte comme un maintien. Toutes les danses du Zumba ou tous les exercices qui font en sorte que vous avez des pieds qui tapent au sol pour maintenir le rythme, ça rentre dans une catégorie maintien. Principalement bas du corps, par contre. Fait qu'il faudrait comme trouver quelque chose, une compensation pour le haut du corps. Puis en plus, ben, c'est bon pour la stabilité parce qu'on travaille notre coordination. Oui. Là, on apprend à vivre avec l'espace, avec des notre changements de direction. Donc notre cerveau travaille à ce niveau-là. Puis c'est merveilleux pour notre stabilité aussi. Il y a plein d'études sur la danse en ligne puis un vieillissement actif. Là, puis si vous avez la chance d'être capable de danser longtemps dans votre vie, faites-le parce que oui, il y a plein de belles choses qui en ressortent. Puis on le voit. Un danseur qui arrête de danser, il trouve ça long et dur. Donc, le plus longtemps possible, vous pouvez danser. Puis le yoga, ben, c'est excellent pour la masse musculaire, le tonus, la posture, souplesse, mobilité de façon générale. Va travailler beaucoup la musculation quand même, parce qu'il y a beaucoup de poses tenues, puis power yoga, il existe plusieurs sortes de yoga encore là. Aller au sol, on l'a mentionné pour la prévention des chutes, c'était important. Donc encore là, proprioception, être capable d'être au sol, de se relever, l'appui au sol, le fait de travailler au sol avec les bras va induire quand même un léger stress au niveau mécanique, au niveau du haut du corps. Au niveau de l'impact puis de l'aspect aérobie, par exemple, moins l'idéal. Mais on pourrait inclure, par exemple, si
je dis, si c'est la même personne qui parlait de la danse puis du yoga, vous faites de la danse 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, du yoga 1 ou 2 fois par semaine, ben moi, dans ça, je rajouterais de la marche ou de la marche nordique, puis un programme de musculation 2 fois par semaine, puis le tour est joué, vous avez quand même votre 150 minutes, gardez vos recommandations en tête, 150 minutes d'activité aérobie par semaine minimum, 2 fois de la musculation et 2 fois du travail, de la mobilité, de la souplesse et de l'équilibre. Dans le yoga, on a ces 3-là. Donc, si vous êtes un adepte de yoga, surtout, arrêtez pas tant que vous êtes capable de le faire. Fait que, tu sais, je pense que Manuel vient de le résumer, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est qu'au bout du compte, là, les recommandations canadiennes, c'est pas pour rien qu'elles ont été construites de cette façon-là. Tu sais, nous, on dit, OK, ben, on veut être stable, ben, il faut travailler, notre masse musculaire, il faut travailler notre densité osseuse, tout ça, ça rentre beaucoup dans la musculation, volet aérobique impact, ça rentre tout dans nos recommandations canadiennes. Il faut garder en tête qu'il faut rester varié. Okay? Donc oui, des fois, on a une activité de prédilection, continuer à le faire, rester accroché à ça, mais essayer d'aller chercher peut-être les items qui vous manquent pour jouer sur les autres aspects de votre condition physique. Puis je le sais, là, puis la plupart d'entre vous êtes des gens conscients de l'importance, sinon vous seriez pas là aujourd'hui. Puis souvent, on veut donc bien faire partout. Oser essayer quelque chose, oser essayer un exercice de lutte. C'est pas grave, là, si on n'est pas bon tout de suite, puis c'est pas grave si on trouve ça difficile tout de suite. Je vous le dis, on voit des gens de toutes les conditions, puis souvent, c'est ceux qui partent du plus loin, qui ont le plus d'effets rapidement et qui trouvent le plaisir de bouger dans des choses très, très simple. Fait que ça vaut la peine de pas voir ça gros, intégrer dans votre quotidien des petites choses. Si je peux me permettre, j'entends souvent la phrase « Ouais, mais j'ai pas le temps. Je sais que les retraités en 2021, vous êtes full occupés. » Mais dites-vous combien de temps vous avez le goût d'être occupé? Parce que quand il y a un déclin, ça va vite après. Donc, c'est important. Au Québec, on vit longtemps en perte d'autonomie. Pensez à ça, investissez pour vos années autonomes. Ça vaut la peine de moduler notre horaire autour de notre bien-être plutôt que de moduler le bien-être autour de notre horaire. Donc, c'est important, si on pouvait déjà implanter ça dans les milieux de travail en bas âge pour être capable d'y arriver puis de garder ces habitudes-là. Mais c'est une histoire de société, ça a l'air. Fait que c'est à nous de changer ça, surtout si on a la chance d'être rendu à la retraite et d'être maître de notre temps. J'espère qu'on vous motive, j'espère qu'on vous donne le goût de garder vos bonnes habitudes, de continuer à bouger. Suivez-nous sur nos médias sociaux, parce que c'est ça, c'est pas fini, on continue avec Move, on continue à vous motiver, on continue à vous donner du matériel. Donc, à bientôt. Ben oui, à bientôt. Prenez soin de vous.